Naruto est à la base un manga, une bande dessinée japonaise. Le pays où Naruto marche le mieux hors du Japon, c'est en France. Naruto marche vraiment très bien en France. Populaire, oui, mais tout le monde n'aime pas Naruto comme on pourrait le penser. Il y en a même sur internet qui clashent assez violemment, et aujourd'hui dans ce nouveau format vidéo, on va répondre à leur clash. C'est parti. Que de nostalgie en regardant cette fameuse couverture représentant le tome 1er de Naruto. Premier manga m'ayant marqué à ce jour. Une bonne animosité s'était emparée de moi en regardant la tournure que prenait le manga. Cette animosité s'est développée en haine pure et dure envers ce manga malgré moi. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui à écrire cette critique sans prétention ni utilité particulière, si ce n'est que déverser mon acharnement sur cette œuvre tachée. Naruto, c'est un manga qui a bouleversé notre adolescence pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, est-ce que t'as déjà pris le temps de prendre un peu plus de recul pour te poser la question si, finalement, est-ce que Naruto, c'était pas le manga le plus surcoté de tous les temps? Je viens d'un monde où les collégiens n'avaient pas internet et où aucun spécialiste otaku ne venait nous dire quel manga valait plus qu'un autre, tu vois. Il fallait faire nos propres découvertes et franchement, ça avait un certain charme. À cette époque, le meilleur moyen qu'on avait trouvé avec mes potes pour lire plusieurs mangas différents, c'était que chacun fasse une collection sur un manga pour ensuite se les prêter entre nous. Je me souviens, j'avais toute la collection des Dragon Ball, les Shaman King et je cherchais à commencer une nouvelle collection. Je cherchais à faire ça parce que je venais de négocier un petit deal avec mon papa. Chaque fois que je surveillerais son magasin le mercredi après-midi pendant qu'il irait chercher de la marchandise, il me donnerait de quoi m'acheter 2 mangas. C'était un peu de la douille, mais franchement j'étais trop content à l'époque. Et à la fin de mon premier jour de taf, ma mère elle est venue me récupérer au magasin de mon père pour aller faire les courses et surtout pour aller m'acheter mes 2 mangas que j'attendais impatiemment. Sauf que le problème, c'est que je savais pas du tout quel manga j'allais acheter, j'étais trop indécis, j'étais sur le chemin, je savais pas du tout. Au début des années 2000, nous sommes tombés sur la série dans le magazine japonais de prépublication Weekly Shonen Jump. Nous avons tout de suite accroché, il comportait les ingrédients du shonen habituel. On a vite adopté cet orphelin laissé pour compte, mais drôle et facétieux. Kana décide de publier Naruto pour le mois de mars 2002. Et en mois de mars 2002, j'étais dans ce fameux centre commercial en train de chercher un manga que j'allais adopter. Et moi, après avoir parcouru du regard l'étagère, je découvrais ce nouveau manga que j'avais jamais vu auparavant. Je trouvais directement le dessin très singulier et... Tu vois, c'était différent de tout ce que j'avais pu lire et je kiffais vraiment. Je me souviens vraiment avoir été impressionné par le trait de crayon de l'auteur. Bref, j'ai commencé à dévorer le volume pendant que ma mère faisait les courses et il m'a fallu tourner que quelques pages avant de comprendre que c'était la nouvelle série de mangas que j'allais commencer et que j'allais échanger avec mes potes du collège. À l'époque, on ne faisait pas de marketing, tout passait par le bouche à oreille. Ce monde était envoûtant, il y avait des ninjas, de l'esprit de camaraderie, du folklore japonais, des pouvoirs et aussi j'étais émerveillé par leur maître. Allez hop, direction le chariot, je m'en allais le lire, relire et relire encore dans ma chambre, c'était le feu. Ce qui me fait rire, c'est que maintenant que je discute avec d'autres personnes de ma génération qui comme moi sont tombées love de Naruto, c'est souvent pour les mêmes raisons qu'ils ont décidé d'en faire eux aussi la collection et de devenir fans. On s'est tous servi de Naruto comme d'un modèle à suivre et c'est pas Riles qui va dire le contraire, hein. Alors, Naruto. Si je me trompe pas, j'ai découvert Naruto vers les années 2004-2005. C'est un ami à moi qui m'en avait parlé. J'étais vraiment dans la reprise du manga et des animés parce que j'avais eu une longue période où je ne faisais que regarder ce que je connaissais déjà à l'époque et j'avais enchaîné plusieurs découvertes comme Hajime no Ippo, comme Naruto à ce moment-là. Et surtout, j'ai découvert Naruto dans la meilleure période de ma vie. Quand je dis la meilleure période, c'est la meilleure période pour découvrir une œuvre comme ça. En pleine adolescence, dans une période où il fallait que je fasse des choix, je venais d'arrêter l'école, on se pose plein de questions, on a nos tristesses, on a parfois nos épreuves comme tout le monde. Et dans une œuvre comme Naruto, qui est l'une des œuvres pour moi les plus humaines et profondes sur l'humain, basée sur des choix, sur les difficultés, sur les choix qu'on est amené à prendre et à peine avoir commencé à lire ou à regarder l'animé, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de cette œuvre. J'ai senti que ça allait être la suite de Dragon Ball d'une certaine manière. Dragon Ball c'était pour l'enfance et Naruto c'était pour l'adolescence. Naruto c'est beau les gars. Ah,
Ça, je le dis depuis des années. Et franchement, je porte une petite fierté en moi sur le fait que ce soit moi qui ai rendu Naruto populaire dans mon collège. T'as vu, j'étais déjà un genre de youtubeur à l'époque. Donc, dans le cas de Naruto, j'avais flairé le truc. Outre la première très bonne approche que j'avais eue par rapport à l'univers du manga, son scénario, il m'a aussi immédiatement captivé. Je ressentais beaucoup d'empathie pour Naruto, ce petit bonhomme qui faisait semblant d'être heureux, de faire des farces, mais en fait, c'était pour mieux cacher sa détresse. Et j'étais tout autant touché par Sasuke, vraiment. Puis petit à petit, l'univers se développe. On rencontre les premiers personnages appartenant respectivement à des teams de ninjas dirigés par un ninja de niveau supérieur. Bref, outre le fait que cette enflure de Sasuke m'énerve au plus haut point, au même terme et au même titre que Sakura qui ne sert à rien du début à la fin, on peut clairement dire que Naruto est le seul repère que l'on a. Bah, à l'époque, quand j'ai découvert Naruto sans regard extérieur pour m'influencer, c'est pas du tout la sensation que j'ai eue. J'avais de l'empathie pour Sasuke et Naruto, un peu moins pour Sakura, certes, mais j'avais pas de haine la concernant. Je me souviens, dans les premiers tomes, on ne savait pas trop ce que Sasuke endurait, et je voulais tellement découvrir ce qui pouvait le rendre aussi sombre et refermé sur lui-même que j'avais hâte de lire la suite. それから夢なんて言葉で終わらす気はないが野望はある一族の復興とある男を必ず殺すことだ Puis les clichés s'enchaînent, le pseudo-triangle amoureux qui revient pour la fin. Ouais, c'est un cliché, mais c'est la nature même du Shonen Jump, le magazine de publication de Naruto. Le Shonen Jump s'en va explorer le quotidien des jeunes ados à la sauce manga. C'est donc pas étonnant quelque part que tu étais plus touché avant que maintenant, vu que tu décryptais à cette époque le comportement de collégien en tant que collégien. Décrypter le comportement d'un collégien en tant qu'adulte ne donne pas le même effet, donc c'est normal que ça a changé. Le lectorat principal du Shonen Jump fut définitivement défini comme regroupant les enfants du CE1, CE2 jusqu'au collège. C'était là leur cœur de cible. Et moi, en tant que jeune ado, Sakura non plus ne m'avait jamais vraiment dérangé. Et la vérité, c'est qu'elle ne dérangeait pas grand monde avant qu'il y ait ce bashing à la mode sur internet. C'était pas le personnage du siècle, c'est sûr, mais elle se mettait au service du scénario en faisant écho au comportement des deux personnages et en ressortant leurs traits de caractère. Je te parle de Naruto et Sasuke. Ce qui permettait de refléter vachement la manière de se comporter des garçons vis-à-vis des filles à l'époque. Donc t'avais Sasuke et Naruto de l'autre côté. C'était de l'immaturité de collégien, mais en tant que collégien, bah on l'acceptait. Après, évidemment, c'est pas un personnage que je trouvais incroyable encore une fois, mais je n'avais pas ce mépris que portent les gens aujourd'hui. Je peux le comprendre, hein, mais je le trouve très excessif. Je suis totalement persuadé que beaucoup le font simplement par effet de mode. J'en suis convaincu de ça. Sasuke qui vire du côté dark après avoir constaté qu'il était tellement con pour gagner en puissance seul alors qu'il appartenait au meilleur clan du village. Sakura qui demande à Naruto de ramener Sasuke parce qu'elle l'aime, c'est mignon, hein. Et Naruto accepte bien entendu car Sasuke est son ami. J'adore. Là encore, pourquoi juger de manière aussi pédante nos propres sentiments et ressentis de collégiens alors que nous-mêmes, nous portions une haine de ce regard des adultes empli de jugement envers nous les adolescents d'alors. Le problème de Sasuke n'était pas d'être aveuglé par sa vengeance au point de céder au côté dark gratuitement, mais plutôt d'être beaucoup plus sensible à son traumatisme comparé à Naruto. Et ça, c'était intéressant. Pour garder le cap sur la bonne voie, il lui aurait fallu, à l'instar de Naruto, garder une certaine distance avec son environnement pour ne pas devenir l'esclave de ses sentiments et rester maître de lui-même. On avait deux ados qui avaient géré leur mal-être profond de deux manières différentes et c'est cela qui était passionnant à suivre. Les réactions face au deuil accentuent les différences entre les personnages. Sasuke se fait submerger par la haine, une haine d'une puissance égale à l'amour qui l'animait auparavant, tandis que chez Naruto, la blessure du deuil marque le départ d'une réflexion sur la vengeance. La souffrance et la manière dont les actes et la personnalité peuvent évoluer. Il comprend qu'il doit apprendre à se dominer après avoir vu les effets de la douleur sur Sasuke. C'est là sa véritable performance en tant que héros. Il parvient à survivre au deuil sans succomber au désir de vengeance, à distinguer le besoin personnel de l'intérêt collectif. J'ai cultivé cette opposition en faisant en sorte qu'elle s'accentue par étapes, et je voulais qu'elle prenne le lecteur à contre-pied, car Naruto, de prime abord, apparaît émotif, instinctif, et Sasuke froid, calculateur et réfléchi. Or, le temps montre que les apparences sont trompeuses, que l'émotif et le réfléchi ne sont pas ceux qu'on imaginait. Outre le fait que je passe les phases quelque peu positives, telles que l'arc au pays des vagues qui restera le meilleur, l'examen Chunin qui est très bon, etc. À l'époque, j'ai pas vécu cet arc de manière quelque peu positive. Oh là là, quand je suis arrivé à ce passage, j'étais totalement secoué entre le flow de Kakashi, le charisme de Zabuza, la mort de Sasuke. Parce que oui, j'étais persuadé que le Boog était mort et j'étais au bout de ma vie. Il y a eu aussi Naruto en mode QB,
on a eu un méchant qu'on était persuadé d'être la pire des ordures et qui d'un coup d'un seul pleurait toutes les larmes de son corps après avoir entendu les mots de Naruto. Et on a eu droit pour la première fois, si je ne raconte pas de conneries, au fameux Nindo de Naruto qui a dirigé toute ma vie ensuite. Akira Menai, je n'abandonnerai jamais, et je te jure, cette phrase elle a changé ma vie. Donc non, oui tu as dit que c'était le meilleur arc, mais tu peux pas dire quelque peu positif, c'est pas possible de dire ça. Bref, c'était un arc glaçant nous mettant une claque par sa maturité et sa capacité à nous la fournir à la sauce shonen. À la fin de cet arc, j'avais plus d'air, je vais te confier un truc, j'étais tellement au bout que je me disais qu'à ce rythme, ça allait devenir le meilleur manga que j'ai lu. Allons-y. Donc, encore une fois, à dire qu'il s'agissait d'un arc quelque peu positif, le collégien que j'étais, il te dit non, tu t'as pas le droit, c'est de la mauvaise foi. Après, l'adulte mature que je suis, il te dit bah que je respecte ton avis, tu penses ce que tu veux. Mais t'es un ouf quand même, mon frérot. On commençait à cerner la tournure que le manga allait prendre depuis l'apparition d'Orochimaru. Et voilà, le problème, on sait ce qui va se passer. On sait que Naruto va gagner contre Gaara. On sait qu'il va refaire la face à Neji. Parce que tout cela est prévisible. Kishi, au grand jamais, tu n'as instauré ne serait-ce qu'une once de suspense dans ce manga. Tout se limitait à une pseudo-rivalité enfantine à gerber entre Naruto, le raté qui va devenir plus fort que Kakashi en moins de 26 tomes. Et Sasuke, le génie en herbe saoulant que t'as envie d'égorger dès son apparition. C'est vraiment dommage que cela ne tourne qu'autour de Naruto et Sasuke pendant 20 longs temps. Y a pas de suspense. La découverte des personnages de l'Akatsuki. Est-ce que Sasuke va réussir à tuer son frère? Le combat entre Sandaime et Orochimaru. Comment va finir cette histoire avec Zabuza? Spoil sur un coup de théâtre. Est-ce que Sasuke va répondre à la tentation du côté obscur de la force? Alors oui, c'est sûr que 10 ans après, et maintenant que tu connais toute l'histoire, bah ouais, y a plus de suspense surprise. Ensuite, pourquoi s'offusquer du fait que ça a mis 26 tomes dans Naruto pour que Sasuke dépasse Kakashi? Dans la vraie vie, ça a mis environ 5 ans. T'imagines 5 ans ce que ça fait? C'est comme si tu commençais un manga là, et que dans 5 ans seulement, tu voyais un des héros dépasser la force de son maître. 5 ans, c'est beaucoup. D'ailleurs, la plupart des mangas ne passent même pas une espérance de vie de 5 ans. Bref, 5 ans, c'était une éternité pour le collégien qui suivait Naruto volume après volume. Et j'ajouterais qu'en comparaison, dans Dragon Ball, en 26 tomes, Goku, il est passé de ça à ça. Donc lui aussi est devenu plus fort que son maître, et pas qu'un peu, hein. Et vu que j'avais Dragon Ball en point de référence, bah quand je lisais Naruto, bah ça ne me posait aucun problème. Et pourtant, je ne le dirai jamais assez. Kishi ne sait pas gérer plusieurs développements de personnages à la fois. Il se limite à la Team 7 et s'est plié. À côté, nous avons Shikamaru, Shoji, Neji, Lee. Les personnages dits secondaires ont bien plus de choses à apporter à l'histoire plutôt que deux pauvres félons préférant les points à la parole. C'est culotté de parler de personnages qui préfèrent les points aux paroles quand on sait de l'autre côté à quel point Naruto privilégie la parole et la discussion. C'est connu ça. On parle même de Talk no Jutsu. Donc je trouve que ça peut être que de la mauvaise foi ce qu'il dit, je suis désolé. Et pour la critique des persos secondaires, bah je suis très étonné car c'est justement l'une des forces majeures du manga Naruto. T'as Itachi, t'as Kakashi, t'as Obito, t'as Shikamaru, t'as Orochimaru, t'as Jiraiya, t'as Pain, t'as Gaara, Neji, Lee, Zabuza, Gai, bref, chacun de ces personnages secondaires pourrait effectivement être un personnage principal avec son propre manga et avec un succès détonnant, j'en suis persuadé. Mais ça veut dire, ce que ça veut dire aussi, c'est que le background que Kishimoto a mis en place, bah il est bon parce que ça a été suffisant pour nous déclencher une empathie. Tu as eu de l'empathie pour ces personnages secondaires. Mission accomplie. C'est compréhensible que ces personnages majeurs n'ont pas été poussés au stade de personnages principaux avec Naruto et Sasuke. Sinon l'histoire aurait été très compliquée à suivre. Ah oui, sinon tu dois t'attarder sur plein de personnages. Donc au contraire, je trouve qu'il a une grosse maîtrise de ces personnages principaux secondaires. Leur fonction est avant tout de servir de support à l'intrigue et de la faire avancer. En ce sens, ils ont plus que rempli leur rôle. Et ne me dites pas que la promesse de Naruto vaut comme une parole. C'est juste une issue de secours pour dire tant que Sasuke n'est pas sauvé, le manga continue. Eh bien, c'est tout à fait déplorable et merdique. Bravo Kishi. Où sont passées les informations sur les différents clans, leur méthode d'enseigner, leur technique héréditaire? Non, Kishi préfère prendre deux techniques stylées comme le Rasengan et le Chidori. Et encore, on voit l'entraînement de Naruto pour maîtriser le Rasengan, mais le Chidori, putain, une main dans le caleçon et c'est parti. Sasuke fait pop un Chidori en exécutant 3 signes de doigts, c'est pitoyable. Dans ce cas, on peut dire que Goku apprend le Kamehameha en un geste de main. Si on prend cette logique, on peut tout tourner à la dérision. C'est malhonnête de parler comme ça. Tout ce que je me rappelle, c'est que Sasuke, il est apparu en mode badass avec Kakashi et qu'on avait compris qu'il avait power up au prix d'un entraînement difficile comme dans tout bon shonen. Et c'est très bien comme ça. On l'a accepté. C'est le principal. On l'a accepté. Et puis on arrive à la partie intéressante. Naruto arrive à rattraper Sasuke et là s'engage un combat titanesque. Je ne dirai rien sur ce combat car
je l'adore personnellement. C'est sûrement la nostalgie de voir Naruto en mode Kyuubi et Sasuke et Marc Maudit se donner des coups qui me fait dire ça. Mais et après, Sasuke se fait la malle et Naruto pique un somme. Sakura n'en veut pas à Naruto pour ne pas avoir amené Sasuke, c'est fini. Ou pas. Alors non, il pique pas un somme. En fait, cette image symbolise ce que Kishimoto expliquait quelques minutes en arrière de cette vidéo. Une même douleur qui prend deux voies différentes. Tu sais, quand je suis arrivé à ce moment, j'avais le cœur complètement ravagé. Refaisons le film. J'étais un ado en manque de repères, l'œuvre de Naruto avec ses personnages m'avait offert des symboles que j'admirais et dont je rêvais secrètement de ressembler. La bande de Naruto, c'était comme ma bande de copains fictifs. J'avais de l'affection pour la Team 7. Je vais même aller plus loin. Je me sentais membre de la Team 7 et au village de Konoha. J'étais synchronisé à ces valeurs-là. C'est pourquoi, quand tout le monde s'est mis à poursuivre Sasuke, dans l'esprit, j'étais avec eux. Je souhaitais et j'espérais aussi son retour, en fait. C'est comme ça que j'ai lu Naruto. En plus, je me souviens, au moment de ma lecture, j'avais comme modèle d'amitié Goku et Vegeta. Du coup, j'étais persuadé que Naruto allait réussir in extremis à récupérer Sasuke. Alors quand j'ai compris que ce ne serait pas le cas, j'étais bouleversé. C'était fort en émotion. Et là, pour le coup, on revient sur quelque chose que tu as dit juste avant, genre y a pas de suspense, et moi pour le coup je m'attendais pas à ce que Sasuke se fasse vraiment la malle, tu vois. Naruto et Sasuke ont choisi deux voies différentes pour traiter la douleur qu'ils ressentaient et leur route se sépare à ce moment précis. C'est fort, c'est fort. L'auteur de cette critique a aimé Naruto en tant que collégien, désormais il la méprise en tant qu'adulte. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer entre ses 20 ans pour qu'il y ait une telle évolution dans son avis? Pourquoi perso je l'ai aimé en tant que collégien et pourquoi je continue à l'aimer en tant qu'adulte, à la différence de lui? La différence potentielle avec 20 ans de décalage entre deux lectures, c'est le regard que l'on adopte au moment où on commence notre lecture du manga. Concernant l'auteur de cette critique, adolescent, il choisissait le regard de l'ado qui veut vivre une aventure de ninja. Mais aujourd'hui, comme c'est le cas pour beaucoup, au moment de se lancer dans la lecture du manga, il ne choisit pas le regard de l'ado qui veut vivre une aventure de ninja, il choisit instantanément le regard du critique littéraire, et c'est triste. Lorsqu'il fait défiler les pages, il est à la recherche de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Lorsque je fais défiler les pages, je suis aux côtés des héros en train de vivre l'aventure. Dans les deux cas, t'as beau lire la même chose, que tu ne sortiras pas de ta lecture avec le même feeling. Et c'est complètement logique. C'est un peu comme vivre les montagnes russes, ou essayer de comprendre le mécanisme durant toute la durée de l'attraction, tu vois, t'es là, tu cherches à comprendre alors qu'il faut vivre le truc. Mais alors dans ce cas, est-ce qu'il ne faut jamais avoir d'œil critique en lisant quelque chose au risque de perdre le goût de l'aventure? Non, c'est totalement compatible. Il suffit d'une double lecture. Parce que le problème quand tu commences directement ta lecture en mode analyse, tu perds l'émotion et tu ne vis plus l'œuvre. Tu penses seulement au choix de l'auteur, alors que paradoxalement, certains choix sont justement là pour te déclencher des émotions. Et donc elle est là la différence. Moi j'ai choisi d'être un ado éternel à la recherche d'aventure quand je lis un manga. Et vraiment, j'espère et je vous souhaite que ce soit la même pour vous parce que je considère qu'il n'y a pas meilleur moyen que de vivre pleinement un manga. N'hésite pas à aller en commentaire et à donner aussi ton avis sur Naruto et tu peux aussi aller de ton clash, que ce soit sur le gars, un clash sur le mec ou un clash sur moi. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est un nouveau format donc qui s'appelle KO, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je pense que je vais multiplier ça et d'ailleurs je pense que la prochaine vidéo ce sera sur One Piece parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. D'ici là et en attendant j'ai plein d'autres vidéos sur Naruto et il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur ce thème et aussi sur Boruto parce que Boruto c'est de la bombe de balle. Donc d'ici là n'oublie pas de t'abonner comme ça tu seras au courant quand je vais sortir ces vidéos et surtout n'hésite pas à aller regarder toutes mes autres vidéos sur Naruto parce qu'elles déglinguent de fou, faut dire la vérité. Je te fais confiance, tu vas tout de suite, là on y va, je te mets le lien sur une nouvelle vidéo Naruto et on se rejoint tout de suite pour une nouvelle histoire. C'est parti, à tout de suite.